La plupart des gens ont cette impression qui est fausse de se dire si tu veux faire de l'argent, il faut sacrifier quelqu'un quelque part. Il faut accepter de fabriquer à l'autre bout du monde et exploiter une force ouvrière qui est à très bas coût. Il faut accepter d'avoir une empreinte carbone sale. Il faut accepter des choses que tu n'as pas envie d'accepter. Et ben moi je dis, tu n'as pas besoin d'accepter des choses que tu ne veux pas accepter. Tu peux être 100% vertueux. Faut juste être animé par l'envie de l'être. Salut Carole. Salut. Ça va? Écoute, ça va très bien. Cool, je suis très content de te recevoir. Tu es la fondatrice de June, qui est une marque de couches donc pour enfants, qui est 100% bio, sans tous les trucs nocifs qu'on peut trouver dans les couches de vos concurrents. Avant ça, tu as fait plein de choses. Tu as un parcours qui est assez atypique et où tu as multiplié des expériences très différentes. Tu as écrit un livre que tu as publié, tu as joué dans Tekken 3, tu as fait plein de choses. La première question que j'ai envie de te poser, c'est toutes ces choses qui ont l'air d'avoir un peu rien à voir les unes avec les autres, comment elles sont arrivées? Genre, comment tu prends des décisions dans ta vie et comment tu fais pour choisir ce que tu vas faire après? Pour moi, en fait, il y a une énergie qui est la même et qui est vraiment, qui drive un peu toutes mes décisions. Que ça soit quand je lance June ou quand j'écris un livre ou quand j'ai pu jouer avant au théâtre. C'est la notion de création. Moi, j'aime beaucoup créer des choses. Je trouve que c'est quelque chose... je prends énormément de plaisir dans le fait de créer quelque chose. Et je trouve qu'il y a énormément de similarités dans la façon dont tu vas créer un personnage, créer un produit, créer une histoire. Ça naît d'une envie de se dire, voilà, j'ai envie de raconter quelque chose qui est différent, qui pour l'instant est pas quelque chose qui existe. Comment je le fais, comment j'y arrive et comment je réussis à embarquer des gens avec moi. Et ça a été un de nos plus gros challenges avec June parce que le but, c'est en effet, on a commencé par vendre de la couche et puis en fait, au bout de 6 mois, on avait déjà 10 produits dont la moitié qui n'étaient pas de la couche. On est à l'heure actuelle la seule marque au monde à faire de l'hygiène, du textile et de la cosmétique en même temps, sous exactement la même marque. Et c'est justement par cette capacité à se dire on va créer des choses et on va embarquer les gens dans une histoire commune et qui derrière ouvre le champ des possibles auquel normalement t'as pas forcément accès d'une manière aussi simple, quoi. Et c'est ça moi j'arrive à expliquer mon parcours comme ça, en me disant j'aime transmettre, j'aime donner à l'autre et j'aime donner quelque chose qui est bien fait, qui est bien construit, qui est bien créé, qui est bien structuré. Et en fait, dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'était toujours ça. Il y avait toujours cette espèce de côté un peu tripartite, la transmission, la création et en même temps quelque chose de vraiment bien fait, quoi. En tout cas, une volonté de bien faire. Il y a la volonté de rassembler des gens, genre t'es un peu une éclaireuse, quoi. Je sais pas si je suis une éclaireuse, mais c'est vrai que j'aime bien la notion. En fait, j'ai un côté assez très optimiste et je crois toujours que le meilleur est toujours à venir. En même temps, quand tu regardes l'histoire, mais sur le grand scope de l'histoire avec un grand H, te démontre que l'humanité est toujours allée vers le mieux. Même si parfois il y a des petits moments où tu doutes et on a des phases qui sont un peu sombres dans l'histoire, tu te rends compte que l'humanité va toujours vers le mieux et on va toujours en avançant. Et moi, je suis animée par ça, de me dire, mais ok, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un truc qui fonctionne pas que demain il fonctionnera toujours pas. Le fait d'amener cette énergie hyper positive, forcément, te permet de rassembler des gens, d'avoir un petit peu plus de visibilité sur le long terme, qui est extrêmement positive et bienveillante et qui est tournée vers un truc très optimiste. Tu dis que l'humanité va toujours vers le mieux. Je sais, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je sais pas quel est mon avis sur la question. Par contre, il y a clairement un truc où l'industrie a fait des choses justement qui n'étaient pas toujours vers le mieux. Vous, votre job chez June, c'est un peu de casser ce cycle-là et de dire on va pas aller chercher que du profit, on veut aussi de la transparence, on veut aussi faire les choses bien, comme tu dis. Comment ça se traduit au quotidien, toi, dans ton taf, de devoir être tout le temps comme ça, transparente, de faire attention à ce que tout soit bien aligné avec ta vision des choses? C'est très relié aux valeurs de June, en fait. On a mis longtemps à le théoriser, on comprenait pas, on voyait ce qui se passait au quotidien. Au départ, en plus, quand l'équipe est très petite, c'est très facile parce que finalement, t'es 4 et tu partages les mêmes valeurs parce que ta vie, tu fais toute ta vie ensemble. Maintenant, on est 33, donc c'est plus compliqué et il a fallu qu'on théorise le truc en se disant, mais pourquoi comment est-ce qu'au quotidien, on arrive à maintenir ça sur toutes les branches? Et en fait, on a réussi
à comprendre, parce que le truc existait, c'est juste faut réussir à le comprendre et à le théoriser. Et en fait, c'est très lié aux valeurs de June. C'est-à-dire que on est une boîte où et ça paraît un peu idiot parce que t'as toutes les boîtes du monde qui te disent nos valeurs sont hyper importantes et 98% du temps c'est un peu du bullshit. Et là tu te rends compte qu'en fait nous on est vraiment animés par cette volonté un petit peu de chevalier blanc en disant nous on vient pour transcender le statu quo mais avec de l'amour quoi. On n'est pas là pour casser quelque chose, on n'est pas là pour détruire quelque chose, on n'est pas là pour juger ce qui a été fait. Typiquement, enfin tu vois, j'ai un concurrent qui est leader sur le marché, ça fait 50 ans qu'il est là, il a eu le mérite d'inventer le produit. Après, on peut regarder toutes les choses et les avancées et tous les points sur lesquels on peut pointer du doigt. Je dis ouais, mais il a eu le mérite d'inventer le produit. Et après, moi, je reste persuadée que dans la vie, mais même d'une entreprise, il y a des choix que tu fais qui sont des choix que tu penses être des bons choix, puis qui au final ne sont pas des bons choix. Et puis après, il y a des choix que tu fais pour de mauvaises raisons, des raisons un peu capitalistiques, des raisons qui sont peut-être un peu moins avouables, mais qui ont toujours une qui ont toujours une raison d'être quoi. Moi, mon but, c'est de me dire, chez June, il faut qu'à tous les niveaux, la raison d'être soit toujours exclusivement 100% positive et bienveillante. Et la bienveillance, c'est pas la politesse. C'est ça, c'est la chose que pas mal de gens confondent souvent, c'est bienveillance et politesse. Et donc, mon but du jeu, c'est pas de dire oui à tout et amen à tout, c'est de dire, je vois ce qui a été fait, c'est bien, c'est comme ça, je le prends tel qu'il est, et ça sert à rien de perdre du temps et de l'énergie à aller juger ce qui a été fait, et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on amène quelque chose de différent, de transcendantal pour l'avenir, et à tous les niveaux. Et c'est là où c'est un peu la théorie que j'essaye de défendre, c'est ce cercle économique vertueux, de se dire, tu peux monter une boîte où tu fais des bons produits, tu arnaques pas ton client en faisant un produit en disant ouais mon produit il est formidable machin alors que pas du tout. Tu le vends de la bonne manière aux gens, donc tu fais pas de fausses promesses, t'es dans un marketing qui est vraiment très transparent. Et en même temps avec les partenaires avec qui tu travailles, j'ai toujours le mot partenaire, j'ai jamais prestataire, j'aime pas ce mot-là, je trouve qu'il est c'est un peu grossier, c'est un petit peu je suis cliente, tu es mon esclave et parce que je t'ai payé fais le truc pour moi. C'est pas du tout dans la logique des choses. Donc c'est vraiment des partenaires, des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, on fait les choses pour la même raison. Aussi les Junies, les gens qui bossent pour June et qui bossent chez June. Et ça, c'est aussi important de se dire que eux aussi, ils sont bien traités, que eux aussi, ils ont un cadre de vie qui est vraiment hyper positif et qui sont vraiment heureux et qu'au quotidien, on a aussi à cœur que eux soient heureux, comme les partenaires, comme les clients, comme le produit en tant que tel. Et puis derrière, il y a évidemment le côté capitalistique, c'est-à-dire que tout ça, ça marche. Et puis la plupart des gens s'arrêtent là en disant ok d'accord June c'est une assoce et une boîte qui serait aussi vertueuse c'est une assoce. C'est pas un truc qui sera rentable, c'est pas un truc qui fera de l'argent. Et en fait ce qui est intéressant chez June c'est le dernier maillon de la chaîne qui est ça marche vachement bien et d'un point de vue capitalistique c'est une très belle histoire. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire tu peux bien faire les choses. Et que le cercle soit bouclé. Parce que la plupart des gens ont cette impression qui est fausse de se dire si tu veux faire de l'argent, il faut sacrifier quelqu'un quelque part. Il faut accepter de fabriquer à l'autre bout du monde et exploiter une force ouvrière qui est à très bas coût. Il faut accepter d'avoir une empreinte carbone sale. Il faut accepter des choses que tu n'as pas envie d'accepter. Et ben moi je dis, tu n'as pas besoin d'accepter des choses que tu ne veux pas accepter. Tu peux être 100% vertueux. Faut juste être animé par l'envie de l'être. C'est ça, c'est vraiment, il faut accepter de ne pas faire de compromis sur ça. Et ça, c'est un truc que j'ai appris de ma précédente boîte. Parce que quand tu fais des compromis sur des trucs sur lesquels tu ne dois pas en faire, au final, tu perds ta boîte. Soit tu perds, enfin, nous en l'occurrence, on a littéralement perdu la boîte. Mais même sans forcément perdre la boîte à l'instant T où tu dois aller lisser ta boîte au tribunal de grande instance et tribunal de commerce et c'est un des pires moments et des moments les plus douloureux qu'un entrepreneur puisse vivre, tu la perdras quoi qu'il arrive parce que tu vas avoir un désalignement de valeurs et une fois que tu as un désalignement de valeurs qui est très fort, tu n'arrives plus à staffer, tu n'arrives plus à trouver du sens dans ce que tu fais et même si à l'instant T tu t'en rends pas compte, à T plus 10, à T plus 20, en fait le bateau a pris l'eau et t'as pas vraiment su pourquoi. Et ça c'est un truc chez June, on était content de pouvoir le théoriser enfin, de se dire en fait les valeurs de June c'est ce qui nous anime et je pense que c'est très proche, c'est une des choses assez fondamentales que m'a enseigné Oussama et Alice chez The Family, c'est les valeurs c'est la base et la famille c'est la base et voilà, et The Family fonctionne très comme ça et June on fonctionne comme ça sur un set de valeurs qui est
qui est assez proche, quoi. Qui est forcément différent, mais qui reste assez proche. Ton objectif, je suppose que tu as une vision long terme de ce que tu veux faire avec June. Comment tu découpes les objectifs sous-jacents? Alors moi, il y a un premier point sur ce que tu as dit, sur lequel j'ai envie de rebondir. Quand on staffe des gens, il y a 2 choses qu'on se dit. La première, c'est quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Voilà, mais ça, je pense qu'il y a plein de gens qui se le disent, mais c'est vrai que chez nous, c'est devenu un peu un recurring model. Et alors, je m'excuse parce qu'il y a un gros mot dans cette phrase, mais je pars du principe que tu peux faire monter en compétence n'importe qui, mais tu peux pas faire monter en humanité un con. Et donc, en gros, si tu as fait quelqu'un qui est hyper skillé, mais qui n'a pas le mindset, et qui n'est pas et qui ne partage pas ces valeurs à la quintessence de ta boîte, tu ne pourras pas le faire monter en humanité, c'est pas possible. Et quand on a construit June au tout début, il faut être très honnête, hein, on avait une likabilité dans l'écosystème qui était proche de 0, parce que sur le papier, on est une start-up de produits, donc par opposition aux start-up qui font du service, du SaaS, des trucs qui seront très probablement révolutionnaires et très probablement scalables, mais qui feront aussi probablement jamais de pognon. Nous au moins on est un produit. Non mais shots fired. Non mais tout petit shot fired, parce que quand tu fais une boîte produit, tu pars du principe que soit tu fais un produit qui est totalement disruptif, et en fait quand tu regardes les théories de la disruptivité, tu as un prof d'Harvard qui s'appelle Eden Christensen qui t'en parle et qui te dit en fait il y a très peu de produits disruptifs, vraiment très peu. Il y a très peu de produits disruptifs, très peu de services disruptifs, parce que tu as beaucoup de produits et beaucoup de services qui sont en fait une amélioration d'un produit ou d'un service existant et qui ne radicalisent pas la façon que tu as d'envisager ton quotidien, mais juste modifient ton point d'accès à ça. Et il prend des exemples comme Uber versus les taxis. C'est pas de la disruption, c'est une amélioration du service qui fait que ça va augmenter ou diminuer ton potentiel d'accès sur le service. Mais c'est pas un truc, enfin je veux dire, c'est pas un truc qui change en intégralité la façon que tu as au quotidien d'utiliser ta vie. Dans les produits, tu as une capacité beaucoup plus facile à dire oui, mais en fait c'est le même produit, c'est un produit qui existe déjà. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça, je pense que tous les gens qui font du produit en start-up sont un peu confrontés à ça, à des gens qui disent oui, mais en fait, c'est quasiment comme l'autre. Ouais, c'est quasiment comme l'autre, mais en fait, il y a énormément de choses qu'on modifie et qui améliorent l'usage, améliorent le produit évidemment en tant que tel, la relation que tu as avec le produit. Et ça, c'est un truc qui est quand même très fondamental. Mais je trouve qu'il y a un vrai truc par rapport à la création du produit qui est très singulier dans l'écosystème. Et nous, notre volonté, c'était justement de se dire, on fait un produit de meilleure qualité, on améliore tout ce qui va aller autour, et ce qui fait qu'en fait, l'intégralité de la bulle June va flotter très 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 haut, parce que c'est plein de petites choses mises ensemble qui vont faire que l'expérience va être top, le produit est top, la likabilité du truc est top. Et donc pour revenir sur ce que je te disais au début sur le staffer les gens, au départ quand on a cherché à staffer, on a voulu staffer dans l'écosystème parce que c'est là où on avait un peu tout notre réseau, mais on s'est pris des portes. En gros, n'importe quelle personne qui faisait du digital disait « Ouais mais non, moi je veux pas venir travailler dans une boîte de couches en mode une boîte de couches ». Et en fait, on s'est pris énormément de portes, mais un nombre incroyable de vents quand on a commencé à staffer au sein de l'écosystème. Parce que les gens ne voyaient pas exactement ce qu'on faisait, comprenaient pas qu'en fait on était des espèces de mastermind de data. Ce qui fait la force des boîtes direct to consumer, c'est notre utilisation incroyable de la data qu'on a pour nos clients, et c'est très direct, c'est-à-dire que c'est pas j'utilise ma data pour peut-être un jour améliorer le service, c'est j'utilise ma data et derrière à J+3 je vois le résultat, parce que je vois qu'en utilisant au maximum ma data pour personnifier mon profile, pour upseller tel produit, j'arrive à un résultat vraiment d'une manière très rapide. Un exemple de ça? J'ai un exemple de ça, ouais, j'ai des exemples de ça, un exemple tout bête. Le lien que j'ai avec mon consommateur, là aujourd'hui on a une base de clients qui est assez énorme, et on a une base de prospects qui fait 4 fois la taille de notre base client, et en gros quand on a besoin d'avoir des infos sur ce que veulent la communauté comme prochain produit, il faut réussir à poser les questions aux bonnes personnes. Donc le moment où tu dis ok, moi j'ai tel produit en tête, donc il y a en gros genre 12% de la base qui doit être concernée, il faut réussir à trouver entre guillemets ces 12%, à profiler les gens qui vont être intéressés, et d'ailleurs alors shooter un mail de sondage, on est à 87% de complétion du mail de sondage. Ah ouais. Voilà.
Donc c'est te dire à la fois l'engagement de la base, c'est-à-dire que tu te dis les mecs sont hyper engagés sur la marque et ils ont hyper confiance dans ce qu'on fait, mais surtout derrière on est capable de profiler d'une manière vraiment très smart pour réussir à dire voilà, on arrive à trouver les gens et à trouver des gens qui vont être vraiment intéressés parce qu'on les connaît vraiment, parce que justement on a agrégé énormément de data sur ces gens et c'est de la data qu'on utilise à bon escient, c'est-à-dire que notre but c'est jamais, parce qu'on parle beaucoup de l'utilisation de la data, surtout en ce moment, comment la data est monétisée, cette data qu'on donne gratuitement à ces gens, mais nous on est dans une dynamique un peu différente, c'est-à-dire que déjà on offre énormément de data à notre communauté, la data sur leurs produits, les lieux de fabrication, les compositions. On a été la première boîte au monde de couches à publier les analyses toxicologiques de nos produits, donc nous on donne énormément de data. Et ce qui fait qu'en échange, les parents sont contents de pouvoir nous dire, ils ont confiance en nous parce que justement on utilise à bon escient tout ce qu'ils nous donnent. Et le but c'est jamais d'être opportuniste et de se dire ah trop cool, on a réussi à gratter un petit peu de data, donc on va pouvoir faire un truc derrière qui va à l'encontre de nos valeurs et à l'encontre de leurs valeurs. Et c'est ça qui, je pense, au quotidien nous permet de grandir d'une manière vraiment très organique et aussi d'une manière très saine. Et donc pour conclure sur cette histoire de on a staffé des gens, au final on est passé par l'APEC, donc truc très old school en disant j'avais besoin de recruter des profils très différents en prod, en développement produit, en design, et dans l'écosystème on trouvait personne parce qu'on n'était qu'une petite marque de couches et en fait ces gens-là on les a staffés. La fille qui développe mes produits, elle sortait d'un stage chez un concurrent en dermocosmétique et je lui ai dit écoute viens et développe des produits pour nous, et il y a énormément de confiance qui s'installe dans la relation. C'est une nana qui est ultra sérieuse, qui est hyper rigoureuse et qui aujourd'hui développe toutes ces gammes de produits. Il lui aurait fallu je pense 15 ou 20 ans dans l'industrie traditionnelle pour avoir autant de liberté et pour avoir autant de bandes passantes sur la quantité des produits qu'elle fait. C'est pareil pour ma DA. Tu vois, aujourd'hui, c'est une nana qui peut se targuer de faire des imprimés, du textile, du web design, le design de nos bureaux. Enfin, je veux dire, il y a très peu de boîtes où elles auraient pu avoir un scope aussi large de choses qu'elles font. Et justement, c'était un pari au départ parce que on les a embauchées, elles étaient très jeunes, elles avaient des références, mais tu vois, qui n'étaient pas du tout les mêmes que quand tu vas staffer des gens qui ont beaucoup de références. Mais elles avaient ce mindset, elles avaient ces valeurs-là, et elles avaient des compétences évidemment qui étaient hyper solides, et elles ont grandi vachement avec leurs compétences, avec le besoin de June, quoi. Être une boîte de produits, ça implique quoi? Au début, donc à la base, tu crées Mommyville, qui est un réseau social pour maman. Tu détectes en fait à la fin de Mommyville ce besoin-là d'avoir des couches où on sait ce qu'il y a dedans et où on n'est pas complètement piégé par le marché. Tu te dis ok, je vais faire ma marque de couches. Et là quoi? Comment tu trouves ta première usine? C'est quoi les étapes? En fait, tu te dis pas tiens, je vais faire une marque de couches. Non. Tu te dis tu vois que les parents sont hyper anxieux sur les produits qu'ils utilisent pour leurs enfants, qu'ils cherchent beaucoup d'infos. Et les gens vers lesquels ils se tournent en premier, c'est toujours les médecins. Sauf que les médecins, ils sont hyper informés pour tout ce qui va être médical. Mais après, savoir si tu dois utiliser tel petit pot ou tel petit pot ou telle marque de couche ou telle marque de couche, c'est pas leur métier de savoir ça. Le petit truc du quotidien, c'est pas... Ouais. Exactement. Et donc derrière, comme t'as pas vraiment de réponse, tu vas chercher sur internet, tu trouves un peu tout et n'importe quoi, donc ça va pas forcément t'aider. Et donc ton anxiété, elle grandit. Et je me dis, mais il y a un vrai sujet. Il y avait deux problématiques très fortes, c'était la food et tout ce qui était hygiène. Et je me suis dit, la food c'est compliqué parce que pour moi il y avait un trade-off qui était très simple. Si tu es vraiment angoissé parce que tu donnes à manger à ton enfant, tu vas faire ton marché bio le samedi matin, tu fais tes petits pots pour la semaine, tu les mets au frigo et basta, le problème est potentiellement résolu. Évidemment, tu as plein de parents qui n'ont pas le temps de faire ça et je les comprends. Par contre, quoi qu'il arrive, si tu as une question sur ta couche, que tu aies le temps ou que tu n'aies pas le temps, tu n'as pas la capacité de fabriquer toi-même ta couche.